d'être libre et de nous exprimer comme on veut. À la suite des vœux à la nation, l'adresse du président Brice Clotaire Oligui Nguema aux populations gabonaises dans un contexte de forte attente sociale, ce discours présidentiel est scruté par la société civile qui joue un rôle clé de veille citoyenne, d'interpellation et de proposition. D'ailleurs, dans cette émission, le peuple s'exprime. Ce peuple est représenté par M. Pierre Kurt Maïeba, il est acteur de la société civile entrepreneur. À ses côtés, il y a bien sûr M. Emmanuel Nzué, acteur lui également de la société civile et entrepreneur. Face à vous, messieurs, il y a une dame, Madame Joanna Boussamba. Elle également, elle est de la société civile. Et puis, à vos côtés, Madame Joanna Boussamba, il y a M. Pierre Minza, qui n'est plus à présenter d'ailleurs, un acteur également de la société civile. Messieurs, Madame, bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, nous avons tous suivi l'adresse à la nation de Brice Clotaire Oligui Nguema il y a quelques jours. Est-ce que, selon vous, pour aller directement dans le vif du sujet, en commençant bien sûr par vous, honneur aux dames, est-ce que les priorités sociales évoquées par Brice Clotaire Oligui Nguema, selon vous, correspondent réellement aux urgences vécues par les populations gabonaises? Absolument, absolument. Elles correspondent aux urgences, mais surtout, elles sont comme une forme de caisse de résonance des aspirations de la société civile. Le chef de l'État, dans ce discours à la fois courageux et novateur, courageux dans la forme et dans le fond. Dans la forme parce que c'est la première fois qu'on assiste à un discours des vœux de fin d'année délocalisé à l'intérieur du pays, comme une forme de rupture avec les habitudes. L'année dernière, la même chose à Makoko. Non, c'était la transition. Aujourd'hui, c'est la République. Ah, ok. C'est la nuance que je fais. Je parle du chef de l'État, président de la République, la Cinquième République. Merci. Donc, je disais rupture avec les codes habituels, rupture aussi dans le discours, avec notamment les thèmes chers au cœur de la société civile, comme la corruption. Le président de la République a eu le courage, je disais, de dire les choses telles qu'elles sont. Il a dénoncé la corruption. Il a dénoncé les failles qu'il y a eu dans le processus électoral en s'engageant à prendre les mesures. C'est ce que la société civile, nous allons attendre, les mesures concrètes qui vont être mises en place. Il a parlé de tout ce qui freine le développement du Gabon, les problèmes de gouvernance, les problèmes qui touchent les Gabonais, l'électricité, les problèmes sociaux, les problèmes liés au chômage, notamment de la jeunesse. Donc, pour nous, membres de la société civile, ce sont des questions qui nous tiennent à cœur. Ce sont les sujets sur lesquels on souhaitait l'entendre s'exprimer. Maintenant, nous attendons les mesures concrètes qui vont être mises en place. Pierre Minza, oui, Brice Clotaire Oligui Nguema a évoqué un certain nombre de points, mais est-ce que, en tant qu'acteur de la société civile, certains Gabonais auraient tort de dire que c'est du déjà entendu? Merci, cher Agaya. Je voudrais m'acquitter d'un devoir. Je vous en prie. Étant dans une nouvelle année, année 2026, je souhaite présenter mes vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de réussite et d'amour à toutes les populations gabonaises en général et en particulier à tous les travailleurs de Gabon 24, la référence. S'agissant de la question, cher Agaya, acteur de la société civile de mon État, le discours du chef de l'État est conforme à son projet de société, qui pour ma part ne devrait plus être un projet de société, mais un programme de société. Programme de société. Parce que plébiscité à travers ce projet de société, à 94,85% au soir du 12 avril 2025, ce projet s'est transformé en programme de société. Programme. Pour la mise en œuvre de ce programme de société, le chef de l'État a touché tous les aspects liés au contenu de ce programme. Et nous, société civile, nous nous retrouvons. La seule chose qu'il faille maintenant faire, c'est moins de discours, plus d'action.
Pierre Moutsa, vous ne répondez pas à la question. Est-ce que certains Gabonais auraient tort de penser que ce serait du déjà entendu? Parce que, abordons la question d'adduction en eau potable, d'alimentation en électricité, le problème du chômage chez les jeunes et autres, ce sont des problèmes connus des Gabonais. Je voudrais vous rappeler que nous ne créons pas des mots français. Quand il y a discours, ce qui est sûr, c'est que nous allons toujours nous retrouver avec les mêmes discours. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas régler totalement la question du chômage en un an. Aucune question faisant objet de transversalité ne peut être réglée en un an. Donc c'est normal que les uns et les autres disent que c'est du déjà entendu. Ce qui doit marquer la différence, c'est la mise en œuvre. Ce qui doit faire la différence, c'est la capacité pour les hommes choisis de mettre en applicabilité les très hautes instructions du chef de l'État contenues dans son discours à la nation et dans son programme de société. L'acte, c'est pourquoi je disais, nous ne voulons plus trop de discours, mais nous voulons beaucoup d'actions impactant le social. D'accord. C'est votre avis. Et Emmanuel Nzué, Kurt Maïba, en commençant peut-être par vous, je vous repose la même question. Serait-ce du déjà entendu, selon vous? Oui, à la lumière de ce que moi j'ai pu écouter et en comparaison des 2 ou 3 discours qu'il a déjà fait, je vais dire 2, malheureusement ce discours c'est un vœu pieux. Je ne veux pas faire un procès d'intention au chef de l'État, mais qu'il faut que nous constations à travers trois éléments tangibles qu'il y a souci. Le premier élément, c'est la crise sociale que nous traversons actuellement. Il y a une crise sociale, plusieurs grèves perlées, qui ne sont que la suite de certaines grèves déjà constatées dans le privé. Pourquoi? On a détricoté le code du travail sous Ali Bongo et on s'attendait que restructurer la chose publique devrait permettre aussi de revoir le code du travail de façon à apporter des avantages pour le travailleur gabonais. Ça n'a pas été suivi par effet de conséquences. Donc, il y a une crise sociale sévère. La crise sociale est aussi visible lorsque nous voyons des appels à contribution un peu partout. Nous regardons sur les réseaux sociaux, pas une semaine ne passe sans que des personnes malades ne trouvent des difficultés à se faire soigner. C'est intéressant ce que vous dites, Kurt Maïva, sauf que Brice Clotaire Oligui Nguema a quand même évoqué quelques pistes de solutions en ce qui concerne le domaine de la santé, par exemple. Oui, je les ai écoutés comme vous tous. L'annonce notamment de la construction de certains hôpitaux spécialisés à l'intérieur de la province, qui est déjà quelque chose qu'il faut féliciter, c'est alloué, mais il faut se poser des questions, il faut faire un audit en fait. Les hôpitaux qui ont été créés entre 2009 et 2013 par Ali Bongo, les centres hospitaliers régionaux, pourquoi aujourd'hui ne fonctionnent pas? On a un centre hospitalier à Mekambo, nouvelle génération, qui a été inauguré sans être équipé. Le problème, ce n'est pas tant la construction des hôpitaux, c'est déjà le maintien du parc hospitalier actuel, le maintien des plateaux à des niveaux d'exigence relevés. Aujourd'hui, par exemple, à Makokou, mais vous n'avez pas d'IRM, vous n'avez pas de radio. Aujourd'hui, et ce problème ne se pose pas qu'à Makokou, ce problème se pose aujourd'hui à Franceville. Parce qu'on va dire, ok, mais non, le problème se pose un peu partout. Vous ne pouvez pas faire une IRM à Franceville, vous pouvez la faire par contre à Mwanda. Si vous voulez faire une IRM, il y a une IRM à Mwanda. Donc le malade se déplace de l'hôpital. Je ne sais pas si vous savez où se trouve l'hôpital de Franceville. Ça se trouve à quasiment 17 km de la ville de Franceville d'abord. Donc il faudrait qu'on revienne à Missa. On fait le centre-ville, on repart à Mwanda. Mwanda est à 42 km de Franceville. Ouais. Il y a un gros problème. Avant de se lancer dans la construction, il faudrait déjà, je pense, qu'on maintienne les temps et qu'on essaie d'équiper. Moi, je parle de l'hôpital de Mekambo. Il n'y a rien là-bas. Il y a eu des bâtiments qu'on a construits, aucun équipement qui a été donné, aucune fourniture. Les plateaux, je vais parler de quoi là, des salles d'opération, elles sont inexistantes. Les salles d'accouchement sont inexistantes. Renseignez-vous. Franceville, vous pouvez mourir après une fracture de bras.
Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Encore que ça, c'est vous qui le dites. Non, il y a eu des accidents. Moi, je peux vous citer. Si vous suivez, moi, je suis les informations. Si vous suivez les informations, à chaque fois qu'il y a un accident, l'hôpital de référence, même lorsque l'accident se passe sur un site proche d'un site minier, on amène la personne à Ouyem. Déjà parce qu'il y a un meilleur traitement. Si quelqu'un a un accident au niveau de Mekambo, je vais vous le dire, on envoie le malade au Congo. C'est une réalité. Est-ce que vous comprenez? Donc oui, c'est bien de vouloir construire des hôpitaux, je crois. Il faut peut-être relancer une opération d'équipement des hôpitaux existants, que ce soit à Lambaréné, que ce soit à Rouyem, que ce soit même en Toum. Récemment, on a eu la question de l'accident qu'il y a eu entre ici et Toum, mais en Toum, il n'y a rien. Il n'y a rien. On est arrivé, on a trouvé que le personnel a refusé même de s'occuper, même de prendre simplement sur brancard les accidentés. Donc, c'est l'hôpital militaire qui a envoyé ses ambulances pour aller prendre des malades qui ont été accidentés à Oyan 4 là. Ça veut dire qu'il y a un sérieux problème. Déjà, il faut attaquer le taureau par les cornes. Deuxièmement, le problème de la crise sociale. Pas de cours, je vous prie. Oui, rapidement. Ouais. Il faut résoudre clairement la question de la prise en charge par CNAMGS. On en parle tout le temps, non, mais on ne réalise pas qu'on prélève de l'argent chez le salarié gabonais, chez le fonctionnaire gabonais, sans qu'en retour, il y ait un niveau de satisfaction acceptable des prestations de la CNAMGS. Il faudrait qu'on se le dise et qu'on essaye d'attraper ce taureau par les cornes, qu'on essaye de solutionner définitivement ce problème. Nous ne sommes pas dans un pays pauvre pour que chaque jour, chaque nuit, tout le temps, des questions de prise en charge des maladies, qu'elles soient ordinaires ou des questions de prise en charge, soit sur les réseaux sociaux, on demande des appels d'aide, des appels à contribution. Ce n'est pas normal à partir du moment où on a une politique d'assurance maladie. Troisièmement, pour la question sociale, on a un déficit clair entre le taux d'attribution des bourses. Lorsque vous avez regardé... Nous allons y arriver, Kurt Maïba. Je vous ai dit, il y avait 3 pans. Oui, bien sûr, mais nous allons y arriver. Restons... Si vous me laissez au moins terminer cette phrase, j'aurais vidé la moitié de la question. D'accord. Il y a un gap anormal entre le nombre d'attestations de bourses délivrées et le nombre de bourses perçues par les élèves. Donc, il y a une disparité qui fait que des bourses disparaissent entre leur ordonnancement et leur paiement effectif. Ce n'est pas vrai ce que vous dites, Kurt Maïba. Je vous le dis, monsieur. Je ne peux pas me permettre de venir sur un plateau et dire des choses qui... Si vous voulez lancer des enquêtes d'opinion, c'est vous le journaliste, et vous verrez quelles sont les réponses que vous obtenez. Les étudiants viennent, les élèves viennent avec le bac de province, ils arrivent, ils vont se battre pour obtenir la bourse, plus qu'ils ont des conditions qui leur permettent de souscrire à ces bourses. Mais après la délivrance de la bourse, entre le moment où on leur délivre l'attestation et le moment où ils doivent remplir les documents pour les déposer dans les banques, il y a un gap de plus de 30 à 50% d'élèves, d'étudiants qui ne retrouvent pas leur bourse. Les bourses sont détournées, nous le savons tous. Il y a eu un scandale à la direction, à l'Agence nationale des bourses et stages qui ne s'est suivi d'aucune conséquence. Le personnel a été suspendu. Aujourd'hui, certains ont repris tranquillement leur travail dans les administrations sans que l'on ne sache combien d'étudiants ont perdu leur bourse, ça concernait combien de montants. Est-ce que ces bourses ont été restituées à ces apprenants? Non. Donc voilà la crise sociale. La crise sociale, il n'y a pas que les pensions de retraite, il y a aussi les questions de bourse. D'accord, nous allons y arriver. C'était d'ailleurs pour répondre à cette question d'entre-deux-jeux. Je vous la repose également à vous, Emmanuel Zué. Selon vous, est-ce du déjà entendu pour les Gabonais? Entendre quoi, monsieur Aguerre? Moi, personnellement, vous savez, parfois je parle le temps de regarder la télévision, la chaîne nationale. Mais figurez-vous que c'est la première fois que Brice Clotaire Oligui Nguema est en fonction, que je ne peux pas entrer en contact avec ou bien prendre connaissance de son discours à la nation. Pour quelle raison? Parce que justement, je dénonce ici le fait d'une communication pas assez mature des communicants autour du chef de l'État. Parce que, au-delà du fait que vous puissiez être devant la chaîne de télévision pour regarder les informations, mais on a désormais le téléphone qui est là, on a des applications. Le discours de la nation de 2023, il était largement diffusé. Tout le monde l'avait. En fait, il s'imposait même à vous. Que vous le vouliez ou pas, vous l'aviez, des amis qui vous l'envoyaient, ainsi de suite. C'était à foison. Vous ne le cherchez même pas, il s'imposait à vous. La même chose en 2024. Vous ne cherchez pas le discours, il s'imposait à vous. Mais là, vous allez sur les plateformes de communication, vous ne trouvez pas. Vous avez les plateformes des réseaux sociaux, vous ne trouvez que des bribes du discours. Et ça, c'est important. Parce que
Pour pouvoir juger de la pertinence d'un discours, il faut l'avoir en permanence et l'avoir consulté en permanence. Or, moi, pour ce qui me concerne, je parle de ce qui me concerne et pour ce qui concerne mes amis, on n'arrive pas à l'avoir. Ça, c'est déjà un gros problème. Il est sur Gabon 24. Sur la chaîne, la Pour cela, page il faut aller YouTube de Gabon 24. il faut aller sur Gabon 24. Ouais, il faut fournir l'effort de rechercher. Absolument. Or, par le passé, on ne fournissait pas l'effort. Parce que Il par le s'imposait- passé, tous les Gabonais faisaient la communication du Permettez-moi, président. par le passé, il s'imposait à vous. Oui. Le discours que vous... Et c'est ça un discours de président de la République. Il s'impose à sa population. Un discours institutionnel comme celui des vœux à la nation, il doit s'imposer. Il doit être vulgarisé. Même le dernier des Gabonais doit pouvoir l'avoir même dans ses favoris. Parce que chaque fois, il doit pouvoir revenir dessus pour chaque fois analyser. On Parce comprend que très bien le au-delà coup de ça, Emmanuel Nzué. Sauf que Au-delà de il ça. est disponible sur les plateformes Oui. sociales de Gabon 24. Et d'ailleurs, Gabon vous êtes, 24, vous êtes moi- sur un plateau de Gabon 24. aujourd'hui. Justement, il faut que je vienne sur un plateau Gabon 24 pour le savoir. Voyez voir est-ce que vous savez est-ce que vous voyez un peu la pertinence de la situation? Avant, il s'imposait aux populations. Il doit s'imposer aux populations. Il doit être vulgarisé. Ça veut dire que à tout moment, vous scrollez sur votre téléphone, vous l'avez. Par le passé, c'était le cas. Là, ce n'est pas le cas. Ça, c'est la première remarque que je fais. La seconde remarque, c'est que... D'accord, en espérant que La seconde remarque, les c'est personnes que- responsables de la communication, Je l'espère qu'ils vont tenir tenir compte de cela parce D'accord. qu'en 2023, c'était le cas. 2024, c'était le cas. Le discours s'imposait à tous les Gabonais. Et il doit s'imposer à tous les Gabonais. Ça, c'est D'accord. clair. Ensuite, le contenu du discours même. Vous savez, vous avez aujourd'hui les chiffres qui ne mentent pas et qui parlent. Dites-nous. Vous avez parmi ces chiffres, vous avez le taux de mortalité qui est aujourd'hui très excessif, qui est passé de 13 000 décès par an aujourd'hui à 21 000 décès pour 2025. Ce sont des chiffres, des indicateurs. Est-ce que le discours tient compte de toutes ces préoccupations? Vous avez aujourd'hui le taux de chômage dont il parlait, qui est de 34%, qui est comparativement amélioré par rapport aux années précédentes, mais qui reste quand même très important. Et ce taux de chômage de 34% des jeunes, vous avez 20% de taux de chômage pour toutes les populations en âge de travailler. Vous avez aujourd'hui une situation aussi claire, aussi alarmante que celle aujourd'hui de la dette publique de notre pays, qui cumule à près de 8 000 milliards aujourd'hui. Vous avez encore d'autres chiffres qui concernent par exemple le seuil de pauvreté en République gabonaise. Le seuil de pauvreté en République gabonaise est passé aujourd'hui à peu près à 34% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a à peu près 870 000 Gabonais qui vivent avec moins de 6,85 $ par jour. Ça veut dire que c'est près de 4 000 francs par jour. Moins de 4 000 francs par jour. Pardon? Il me semblait que c'était le seuil de pauvreté, c'est 1 $. Non, Donc 600 francs. C'est 6 $ à peu près. Donc, et vous avez ça, ce sont les C'est références, $1. C'est les $1, références de la le Banque seuil de- mondiale. Donc, moins de 4 000 francs par jour. Ça veut dire le seuil, c'est-à-dire ceux qui sont en Pas bas. le Gabonais, là vous parlez Ça, c'est par pour- exemple d'un foyer. Ça, c'est pour les... Non, c'est ça pour le foyer, les foyers en République gabonaise. Vous imaginez, vous avez des foyers de 4, 5, 6 personnes, d'accord, qui vivent avec moins de 4 000 francs par jour. Et ça, il y en a tous les jours. Donc, ce sont des indicateurs. Vous avez, parmi ces indicateurs, vous avez aujourd'hui les firmes pharmaceutiques, par exemple le milieu médical aujourd'hui, les ventes de médicaments aujourd'hui, qui ont une hausse de 4% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui. Ça veut dire que la santé se porte très mal. Par conséquent, ce qu'on devrait comparer, c'est ce discours-là, est-ce qu'il reflète les difficultés que nous indiquent les chiffres? Aujourd'hui, on a une note souveraine du Gabon qui est totalement abaissée du fait de toute cette difficulté financière liée au plan au financement de l'État. Est-ce que, quelque part, on est en phase avec cela? C'est d'abord ça la première préoccupation. Ensuite, l'autre préoccupation, c'est que, comme le disait M. Mintsa, on avait un président qui avait un projet, aujourd'hui, qui doit être exécuté en forme de programme. Mais je vous dis, dans certaines administrations, quand vous posez la question, c'est quoi le plan stratégique Gabon Nouvel Édifice? Ils ne connaissent même pas. Beaucoup d'administrations ne savent même pas c'est quoi le plan stratégique Gabon Nouvel Édifice, qui est le programme sur la base duquel le chef d'État a été élu le 12 avril 2025. Dans beaucoup d'administrations. Alors, comment va-t-on vulgariser, comment va-t-on tenir compte d'un programme qui n'a pas été vulgarisé, que beaucoup d'administrateurs ne connaissent même pas? Il y a une préoccupation claire là-dessus. Moi, j'en parle parce que toutes les fois que c'est possible, je l'ai vu sur au moins 7 ou 8 administrations avec lesquelles j'ai discuté, seul le ministère en charge des PME en tient compte. Vous imaginez, le ministère en charge des PME,
le nombre de ministères avec lesquels je travaille, c'est au moins 6 ou 7 ministères avec lesquels je travaille. Et je vous dis, il n'y a pas un seul, il n'y a pas un seul expert de ces départements qui tienne compte de ce programme de travail, de cette feuille de route du chef de l'État. Alors que ce n'était pas le cas par le passé. D'accord. Alors, Pierre Mitsa, Brice Clotaire Oligui Nguema a quand même annoncé le rétablissement du paiement des allocations vieillesse et autres, des indemnités de maternité. Des bonnes nouvelles, selon vous, qui augurent des lendemains meilleurs? Je voudrais que nous soyons sur le décryptage du discours. C'est le cas, M. Mitsa. Discours. Le discours fait des annonces qui doivent se mettre en applicabilité. Dans le discours, nous devons attendre, nous devons juger le maçon au pied du mur. Le maçon au pied du mur. À titre de rappel, pour ce qui est par exemple de l'allocation vieillesse de la CNSS et indemnité de maternité, allocation vieillesse CNSS, je crois que ça avait été suspendu pour certains en 2017. Non, là c'est indemnité de maternité, 2017. Et allocation vieillesse, 2020. Une dette cumulée de 6 milliards. 6 milliards. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, il n'y a pas longtemps, il a épongé cela. Ça rentre dans le social. Oui, ces 6 milliards ne sont pas là pour satisfaire tous les besoins transversaux, mais il y a une catégorie de personnes qui est bénéficiaire. C'est déjà quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Je crois que quand on parle du discours, le discours est futuriste. Futuriste. Et si le discours est futuriste, sur la base de ce discours, avec la mise en place du deuxième gouvernement de la Ve République, ce deuxième gouvernement de la Ve République se doit de mettre en application, je dis bien en application, tout ce qui est contenu dans le discours du chef de l'État. Parce que, pour aller dans le même sens, oui, il y a le chômage, c'est vrai. Oui, il y a les plateaux techniques qui manquent dans les hôpitaux, c'est vrai. La CNAMGS ne peut même plus prendre, je voudrais dire, les pharmacies ne peuvent même plus prendre la Doliprane qui coûte environ 1200. C'est aussi vrai. Là, ce sont les conséquences. Quelles sont les causes? Si on va dans le domaine des hôpitaux, comment peut-on justifier que les plateaux techniques se retrouvent dans les privés quand on sait que hier, il y avait quand même dans certains hôpitaux les plateaux techniques conformes? C'est des questions que nous devons nous poser. Et ces questions tournent autour de la moralisation des hommes publics. La moralisation. Qu'est-ce qui fait que le médecin qui vous reçoit avec difficulté à l'hôpital général et il vous dit d'aller passer une radio à Chambrier qui est privée, comment Chambrier a fait, la clinique Chambrier, comment la clinique Chambrier a fait pour avoir autant de moyens contrairement à l'État gabonais? Oh non, s'il vous plaît, permettez. Non. Jeune homme, quand je parle, nous parlons... Non, vous êtes un jeune homme. Non, je suis un monsieur, mon jeune homme. Non. Permettez. Quand je parle, je sais de quoi je parle. Moi aussi, je sais ce que je dis. Oui, vous allez vous justifier après. Je dis ceci. Allons-y voir comment il y a naissance des multiples cliniques. Ces multiples cliniques sont les entreprises de nos médecins qui doivent être dans les hôpitaux. Vous comprenez? À ce niveau, il y a une question de moralisation. Les médecins passent combien de temps dans les hôpitaux publics? Les médecins ne vont pas me dire qu'ils ne sont pas bien payés. Je regrette. Je voudrais donc inviter tous ces médecins à la lecture du décret 404 sur le nouveau système de rémunération. C'est-à-dire, pour voir combien ils gagnent réellement. En termes d'indice, de sol indiciaire et de bonification indiciaire. Donc, quand on a trouvé un pays pareil, où l'intérêt supérieur
est caché très bas, l'intérêt personnel est priorisé par les acteurs qui gèrent la vie publique, nous avons beaucoup d'efforts à fournir. Beaucoup d'efforts. Les hôpitaux, il a raison. Mais allons-y comprendre la cause. Vous pensez qu'un individu serait plus riche, plus puissant que l'État? Je ne pense pas. Donc, c'est des questions que nous abordons avec beaucoup de respect. Au niveau de la transversalité aussi, les emplois. D'accord, quelques secondes, je vous prie. Nous irons à la deuxième partie de cette émission. Les emplois. Oui. Oui. Mais à titre de rappel, je voudrais signifier aux uns aux autres que s'agissant des emplois, nous n'avons pas encore trouvé totalement la solution. Quand je dis nous, je m'inclus. Mais il est à retenir que durant la transition, et quelques mois après la transition, le chef de l'État a quand même mis à disponibilité 35 000 postes budgétaires qui ont été frauduleusement gérés. Frauduleusement. Et ces postes budgétaires... Par qui, Pierre Mintsa? Mais par les ministres. Par les ministres sectoriels. Et ces postes budgétaires, plutôt que de les donner aux enseignants qui étaient dans les salles de classe, qui attendaient les postes budgétaires, qui avaient une expérience de 10 ans, ces postes budgétaires ont été donnés à d'autres personnes. Alors, si ce que vous dites est avéré, est-ce que ces personnes en responsabilité ont été sanctionnées? Là est la question. Vous comprenez donc que quand le chef de l'État dit dans son discours, il paraît que ceux qui sont là disent c'est notre tour. Ouais. Vous voyez? Et c'est une expression qui en vogue aujourd'hui. C'est notre tour. C'est notre tour. Nous voulons donc dire au chef de l'État que même si c'est notre tour, parce que ceux-là qui sont en face aux populations aujourd'hui s'expriment au nom du chef de l'État. Le chef de l'État a dit, le chef de l'État a dit, même quelque chose que le chef de l'État n'a pas dit. C'est la raison pour laquelle j'estime que l'audit doit être mené pour voir tous les postes budgétaires qui ont été donnés, quels ont été les bénéficiaires, les problèmes de vacations aujourd'hui. Ces problèmes auraient dû être réglés il y a longtemps. Il y a longtemps. C'est 13 milliards de vacations. Ça veut dire que quand on regarde un peu les effectifs, les chiffres de 2024, de 2024 exactement, on était à moins de 13 milliards. Quand Séraphin Mundunga était ministre de l'Éducation nationale, les vacations étaient à 4 milliards. À chaque fois qu'on part d'une année à une autre, on a les vacations qui augmentent. Et cela est dû à quoi? La complicité. De qui? Entre l'administration et certains syndicalistes que nous sommes. D'accord. Nous allons poursuivre sur cette question en deuxième partie d'émission. Je rappelle que vous êtes Pierre Mintsa, acteur de la société civile, Kurt Maeba, acteur également de la société civile, Madame Joanna Boussamba, également de la société civile, et Emmanuel Nzué, vous qui avez accepté de débattre avec nous de cette problématique liée justement au décryptage du discours à la nation de Brice Clotaire Oligui Nguema. La suite, c'est dans une poignée de secondes seulement. À tout de suite. Libre de s'exprimer comme on veut. Deuxième partie de cette émission, le peuple s'exprime sur Gabon 24. À la suite, bien sûr, des vœux à la nation de Brice Clotaire Oligui Nguema, nous décryptons ce discours avec nos invités. Il y a Pierre Mintsa, Kurt Maeba, Joanna Boussamba, Emmanuel Nzué, tous acteurs de la société civile. En vous donnant la parole cette fois-ci à vous, Madame Joanna Boussamba, au regard de ce qui a été évoqué en première partie de cette émission et surtout la prise de parole de Pierre Mintsa qui tentait de justifier, je me permettrai de le dire ainsi, l'état actuel du système sanitaire, les manquements observés au sein de l'éducation nationale, parlant même de ce système éducatif, votre lecture à vous? Déjà, juste pour boucler la première partie, à la question de est-ce que ce discours peut paraître redondant pour les populations? Il faut comprendre une chose, en termes de communication, un discours, et surtout un discours d'un chef d'État, obéit à un triptyque. Le bilan, le contexte et les perspectives. Ouais.
Et c'est pour cela que le discours du chef de l'État est orienté tel qu'il est orienté. Ensuite, pour réagir à ce que disait M. Minsa, dans le discours, je parlais de courage du chef de l'État. Pourquoi? Parce que lui-même a abordé les questions de corruption et de gouvernance. Et il a annoncé des poursuites à venir. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que le président ne dirige pas le pays seul. Ouais. Ce qu'il faut voir, c'est que nous avons hérité d'un passif. C'est dommage de le dire ainsi, mais sur tout ce qui concerne les questions de santé, les questions de route, les questions d'éducation, c'est un passif. C'est un passif. Maintenant, il est temps qu'on rentre dans le vif du sujet avec notamment ce nouveau gouvernement qui est en place. Parce que avant, ce n'était pas le président, avant, c'était la transition. Désormais, la transition, les institutions sont complètement restaurées. Tout le processus est arrivé jusqu'à la fin. Nous avons un nouveau gouvernement. Comme ils l'ont dit, on va passer donc du projet de société au programme de société, aux feuilles d'action, au plan d'action. Et effectivement, dans chacune des administrations concernées par les manquements évoqués, et même celles qui n'ont pas été évoquées, aucune administration au Gabon ne fonctionne bien. Toutes les administrations sont gangrénées. 2 ans après la transition, on le dit encore. 2 ans après, on le dit, oui. Parce que c'est un long processus. Et je noterai, et peut-être vous aussi vous l'avez noté, le ton qu'il y avait dans le discours du chef de l'État. C'était un ton autoritaire, c'était un ton martial. Personnellement, je suis confiante que les choses vont prendre une autre dimension, que désormais, que toutes les institutions sont en place, il va y avoir des sanctions. On sait très bien qu'il va y avoir des arrestations. On sait très bien que les différentes personnes impliquées dans les détournements, dans les malfaçons, vont être arrêtées, vont devoir répondre de leurs actes. Et surtout, ça met la pression à l'équipe gouvernementale actuelle, qui aura pour devoir de matérialiser. Et c'est là que la société civile que nous sommes va rentrer en jeu. Parce que le rôle de la société civile, c'est de dénoncer. Une société civile peut très bien contribuer, peut très bien collaborer avec les autorités, mais le rôle premier de la société civile, c'est de dénoncer. Au Gabon, elle semble souvent plus inféodée qu'autre chose. Hein. Pas du tout, pas du tout. Je m'inscris en faux, en faux. C'est comme si je venais vous dire que les militaires sont des alcooliques ou que les militaires sont des escrocs. Non, ça n'a pas de sens. Toute la société civile n'est pas inféodée. Il y a des brebis galeuses comme partout. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait en responsabilité les personnes de valeur, les patriotes, qui fassent le job. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de Premier ministre. C'est le président qui rend des comptes. Donc, lorsqu'on fera le bilan de l'année prochaine, les vœux de l'année prochaine, de fin 2026, le président sera directement mis en cause en tant que chef du gouvernement et président de la République, et il rendra des comptes pour le gouvernement et pour les personnes qu'il aura lui-même désignées, pour mettre en œuvre son projet de société, son programme de société, sa feuille de route. D'accord. Emmanuel Zué. Oui. Pour appuyer ce qu'a dit le camarade Minsa, je m'appuie toujours sur les chiffres. Oui. Nous avons, en 2024, on avait 13 000 décès dans l'année. En 2025, on a 21 000 décès pour près de 60 000 naissances. Parce qu'il faut le savoir, selon les statistiques aussi bien de la Banque mondiale que la Direction générale des statistiques gabonaise, on a un taux d'augmentation de la population qui est de 2,5% de croissance par an. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, quand vous faites le ratio avec tout cela, vous vous rendez compte que, et quand vous tenez en compte le fait que les affaires des pharmaciens marchent bien avec une augmentation de 4% de chiffre d'affaires pour cette année seulement 2025, ça veut dire qu'il y a un gros problème au niveau de la santé dans notre pays. D'accord? On meurt trop facilement, pour plusieurs raisons bien sûr, mais comme le disait la compatriote, nous n'avons cessé de saisir le ministère de la Santé, le ministère en charge de l'agriculture, parce qu'il y a un problème aujourd'hui de sécurité alimentaire qui se pose avec acuité. On mange très mal et très difficilement parfois.
on est mal transporté. Et en même temps, on veut en atteindre même temps- l'autosuffisance alimentaire. Oui, l'autosuffisance alimentaire peut être atteinte, mais dans quelles conditions? Dans les conditions actuelles où on a un chef de l'État qui instruit, qui oriente, et en bas, on n'a pas l'exécution qui suit. Parce que regardez aujourd'hui, vous avez les zones agricoles à forte productivité qui ont été mises en place. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate? On constate bien que dans ces zones-là, c'est juste de l'exploitation forestière qui est faite. Combien de zones ont été livrées à l'agriculture? Très peu. Mais quand vous en parlez, quand vous dites, écoutez, on ne peut pas continuer à nourrir, à élever des porcs en zone urbaine comme ça se fait actuellement, avec toutes les contaminations qu'il y a, et que les Gabonais mangent ça, mais personne ne vous écoute. Vous voyez, on est sur 2 ans seulement, depuis 2024. Nous n'arrivons pas à organiser le tout premier colloque qui permettra aujourd'hui de restructurer le cadre national de l'élevage en République gabonaise et de la sécurité alimentaire. Pourquoi? Pour très peu, à peu près 20 millions de francs seulement qu'il faut pour mettre dans la cagnotte pour organiser cet événement. Est-ce qu'on va aujourd'hui transformer le poulet de chair dans de telles conditions, dans les conditions d'insécurité? On ne sait pas quels seront les additifs qui seront utilisés. Ça, c'est un gros problème. Et la politique semencière? Et quelle est la politique semencière qui sera faite derrière? Donc tout ça, c'est important. Et j'ai malheureusement le regret de dire qu'on ne peut pas continuer comme ça. Le discours à la nation du chef d'État, c'est un vœu pieux, comme l'a dit mon compatriote. Mais il faut pour cela des ouvriers qui vont se mettre à la tâche. Absolument. Mais les ouvriers actuels là, auront-ils la capacité de se mettre à la tâche? C'est une question qu'on se pose. Regardez par exemple, vous avez tout le monde a décrié sur les nouvelles taxes. D'accord? Mais vous imaginez, la CNSS aujourd'hui va augmenter ses prélèvements à la CNSS. Pourquoi? Parce qu'ils vont privilégier. Ils vont privilégier quoi? Ils vont privilégier la masse salariale qui existe, c'est sur ça qu'ils vont augmenter. Plutôt que de privilégier, d'accord, le volume de cotisants. Parce que pour privilégier le volume de cotisants, il faut créer de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, d'accord, ils n'ont pas la capacité de le faire. Personne n'a envie d'écouter les opérateurs économiques que nous sommes. Personne n'a envie d'écouter les acteurs civils que nous sommes. Combien de fois avez-vous entendu, depuis que le chef de l'État a pris ses fonctions, depuis la partie de la transition, à quel moment vous avez eu le chef de l'État autour de lui avec les opérateurs économiques de tout secteur? Pas la FEG, hein, parce qu'aujourd'hui, depuis Ali Bongo, le dialogue c'est toujours avec la FEG. Oligui est arrivé, le dialogue c'est toujours avec la FEG. À croire que les autres acteurs n'existent pas du tout. À croire que les autres n'existent pas. Mais ceux qui posent les vrais problèmes comme nous, on n'est pas écoutés. Vous imaginez, en 2025, on a encore des accidents de la route comme celui de Sassa, où on a une situation d'une benne, c'est-à-dire d'un camion qui est immobilisé sur la chaussée pendant près de 7 mois et qui, à la suite du troisième accident, cause des pertes de vie de près de 10 compatriotes qui sont partis. Vous imaginez, alors qu'actuellement, alors je vous parle, on a 2 réglementations, c'est-à-dire l'arrêté 0050 et l'arrêté 0053 qui s'ouvre dans les caisses, dans les tiroirs du ministère des Transports, qui interdit l'immobilisation d'un véhicule de près de 24 heures en agglomération et de 72 heures hors agglomération. Vous imaginez. Et aucune Malik, ce drame aurait pu être évité par exemple. Ce drame aurait pu être depuis le 25 février. Le ministre Jonathan Yumba a signé ces arrêtés. Alors, on a encore une situation où l'État perd 29 milliards dans la zone économique spéciale de Coq du fait du ralentissement de la production en bois dans notre pays, de la production industrielle du bois dans notre pays. Aujourd'hui, au premier semestre 2025, la Chine a eu une baisse d'exportation du bois de près de 32% venant du Gabon. Voilà les réalités auxquelles on fait face. Ce sont des chiffres. D'accord, alors quelles sont les actions immédiates selon vous en tant qu'acteur de la société civile? Il faut aujourd'hui écouter. Ce que nous attendons de ces ministres, c'est qu'ils écoutent. Or, ils n'écoutent pas. Et j'ajouterais, il faut qu'ils parlent. Il faut qu'ils parlent. Parce que le problème de notre pays, c'est la transparence. Vous écrivez un ministre des Transports, il ne vous écoute pas. La transparence. Vous savez, je suis un peu... Monsieur Pierre Mintsa, lorsqu'il parle du ministre de l'Éducation nationale, et je le soutiens dans ce sens-là, parce que c'est des problèmes qu'il connaît. Mais quand vous regardez aujourd'hui le comportement de Mme Camille Ntoutoum et celui des autres ministres, Mme Camille Ntoutoum, je pense que les épreuves de ces élections l'ont largement assagi. Parce que lorsqu'elle s'exprime aujourd'hui, je préfère tenir compte, je préfère faire la comparaison, même si comparaison n'est pas raison, mais je fais quand même la comparaison. Elle est beaucoup plus enclin à écouter, à comprendre les problèmes, selon moi, selon ce que je vois. Mais les autres là autour, ils ne sont pas enclins à écouter, à comprendre les problèmes de leurs administrés, des acteurs autour d'eux. Vous imaginez qu'en 2025,
on est en train de parler aujourd'hui des problèmes de taux de mortalité qui sont presque égaux au taux de, qui font la moyenne du taux de natalité. Il y a un problème dans notre pays. Et ça, il faut en tenir compte. Alors, quelles sont les actions prioritaires? Oui, Brice Clotaire Oligui Nguema a évoqué et énoncé des perspectives, mais selon vous, en tant qu'acteur de la société civile? Le vrai problème, ce n'est pas l'absence de richesse. Le vrai problème, c'est qu'il y a de la croissance. Il faut peut-être continuer à créer de la croissance, mais surtout faire en sorte que les mécanismes de redistribution de la richesse soient efficaces. Est-ce que vous comprenez, M. Agaya? Je vais vous prendre un exemple. Gabon Télécom a été privatisé entre 2006, 2007, 2008, 2009, avec des déficits de plus de 6 à 8 milliards par an. Aujourd'hui, ils engrangent par an, et ils cachent même certains de leurs chiffres, plus de 88 milliards par an. Il est peut-être temps, comme le président l'a dit récemment, qu'il rentre, il rentre dans le capital de CIMAF à hauteur de 10%, il est peut-être temps que nous revendiquions la pénétration dans ce qu'on appelle des moteurs de croissance. Il y a déjà, pour les questions de construction, comme il va lancer un programme élargi de construction, à être courageux, peut-être à revendiquer 30 à 40% dans CIMAF. Peut-être aussi essayer de se dire, oh oui, nous avons un droit de préemption sur Gabon Télécom. Peut-être le revendiquer et se dire, ok, vous avez récupéré cette entreprise en telle année, vous fait du chiffre de telle année à telle année, il est peut-être temps qu'on s'asseye pour essayer de revoir les conventions qui nous lient. Parce qu'avant tout, Gabon Télécom est un instrument gabonais. Et créer de la croissance. Mais après avoir créé la croissance, il faut mettre ces mécanismes qui permettent de construire, ces mécanismes qui permettent de redistribuer, ces mécanismes qui évitent que la richesse que l'on crée disparaisse dans les questions de l'inefficacité de la dépense publique. D'où la question de l'impunité. C'est-à-dire, nous constatons, pour le dire ainsi, vous allez m'excuser, une certaine crise de confiance vis-à-vis de la parole du chef de l'État. Pourquoi? Moi, je vais vous prendre des exemples. Il l'a dit il y a 18 mois qu'il va lancer des enquêtes sur la question des 7 milliards par an. Ça, c'est un exemple. On ne va pas faire une fixation là-dessus. Aujourd'hui, combien d'acteurs ont été mis en cause dans la question de la gestion des 7 milliards? Il vient de faire un tour à Koulamoutou et lui-même s'est rendu compte. Il n'y a quasiment rien qui a été fait. Le taux d'exécution des travaux à Koulamoutou n'avoisine même pas les 20% sur les 7 milliards qui sont sortis. On nous présente 2 plateaux, on nous présente ceci, cela. C'est la même chose à Makoukou. Je rentre de Makoukou. À part la caserne des sapeurs-pompiers, 2 ou 3, il n'y a rien qui ressemble à 7 milliards de francs à Makoukou. Et là, je ne vous parle que de Makoukou. Si j'arrive à Mekambo, il n'y a rien. Taux d'exécution, 0. Il n'y a rien qui a été fait avec les 7 milliards par province à Mekambo. Pourquoi? Parce que les gens se sont amusés à jouer avec l'argent public, parce qu'ils se croient ou se savent intouchables. D'où cette crise de confiance. Parce que la crise de confiance naît de quoi? De la promotion de ces mêmes acteurs qui sont en lien avec ces questions de détournement aujourd'hui. On ne va pas citer les noms. Mais plusieurs qui sont mis en cause dans les questions des détournements, que ce soit à l'Ebamba, que ce soit dans la Boutila, que ce soit dans la Zadie, que ce soit dans le Gouivido, que ce soit même dans la province du président de la République. Aujourd'hui, on constate que certains acteurs sont en train de revenir dans la même ossature. Finalement, on félicite quoi? On félicite quoi? Il y a eu un... D'accord, 5 secondes, je vous prie. Il y a eu quelqu'un qui a été ministre, on va dire. Il a été ministre du Travail avec un succès qu'on lui a reconnu. Un succès tant faible. Il a été retiré de l'effectif gouvernemental. Après, par pitié ou par question des réseaux, il a bondi à la mairie de Libreville. Ok, avec le succès qu'on comprend qu'il a fait là-bas. Parce que, disons-nous clair, l'action de ce monsieur à la mairie de Libreville, c'est quelque chose à revoir. Et aujourd'hui, il est promu au ministère de l'Intérieur. Où est la cohérence dans ça? Il y a une inadéquation entre les ambitions de construire, les ambitions d'évoluer, la volonté de sanctionner les personnes qui ont détourné. Encore que ça, ce n'est qu'une analyse. La volonté de sanctionner les personnes qui ne travaillent pas bien et ces pesanteurs, ces lourdeurs, on va les citer peut-être, ces obédiences qui font que le même personnel politique a du mal à se recycler. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Voilà. C'est votre avis.
Oui, Pierre Mintsa, au regard de ce que vient de dire Kurt Maïba, aujourd'hui, en parlant des actions sociales immédiates, selon vous, Monsieur Agaya, nous parlons des statistiques. Ouais. Les statistiques. Quand on parle des hôpitaux, il y a les statistiques. Éducation nationale. Je ne parle pas de Madame le ministre. Je parle de l'éducation nationale. Si on compte le nombre de postes budgétaires donnés à ce secteur pendant la transition et jusqu'à aujourd'hui, les promotions ENES, je veux dire N7 et ENI, ne devaient pas être dans les salles de classe sans salaire. Sans salaire. Il faut qu'on se comprenne. Promotion N7 et ENI, qui sont dans les salles de classe aujourd'hui, ils le sont depuis la rentrée scolaire 2025-2026, sans salaire. On demande de mettre en place la GPEC, la gestion provisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Ça veut dire que quand les jeunes sont en formation, pendant qu'ils sont en formation, le dossier est monté de sorte que, à la fin de la formation, ils soient affectés et qu'au prochain mois, qu'ils aient leur salaire. Et on regarde tous les postes budgétaires qui ont été donnés dans le secteur éducation. Dans le même secteur éducation, tous les confessionnels qui ont eu les postes budgétaires, dans leurs établissements, il y a des enseignants qui y sont depuis des années. Ils pensaient être bénéficiaires de ces postes budgétaires. Malheureusement, ils ont été surpris de voir l'arrivée de ceux qui ne sont pas dans les salles de classe devenir fonctionnaires avant eux. Ça, ce sont les statistiques. Ce sont les statistiques. C'est la réalité. Aujourd'hui, si vous faites le tour des établissements, les enseignants ne sont pas dans les salles de classe. La première question, c'est pourquoi? Et la première réponse, c'est lié aux vacations. Vacations. Nous pouvons nous interroger. Pourquoi ce sont les mêmes qui vont aux examens chaque année? Nous devons nous interroger. Nous allons encore nous interroger. Qui est réellement bénéficié des vacations pendant que l'enseignant, qui est patriote, correcteur des examens, pendant que lui, il attend 250 000 francs, mais quelqu'un qui n'est pas aux examens, qui est assis assidûment dans un bureau, il attend 2 millions. D'où l'enveloppe d'environ 13 milliards. Mais qui pourrait expliquer cela aux enseignants qui sont en grève a raison. Mais c'est l'éducation nationale. Quelle est la solution préconisable? Dites-nous. Payer après service fait. Pour éviter le gonflage de la masse en rapport avec les vacations, quand les enseignants terminent de travailler, on leur remet leur bon de caisse, aussitôt ils passent au trésor. Ça va plus ou moins éliminer le risque de fraude. Êtes-vous en train de dire que c'est entretenu, par exemple, pour ce Mais c'est entretenu. Mais c'est ce que Pierre Mintsa vous dit. Le ministre de l'Éducation nationale. C'est Non, ce sont des entretenu. accusations gratuites, Pierre Mintsa. C'est C'est elle le patron de son entretenu. département. La promesse avait été faite, pas par le président, mais par les autorités de l'éducation nationale. Et dans cette promesse, on disait que les vacations allaient être payées au mois de novembre. Les examens ont eu lieu quand? Plus tard, en août. En août, on a terminé tous les examens. Le budget qui est consacré pour organiser les examens est connu d'avance. Il est dans la loi des finances. Et en dehors de ce budget qui est dans la loi des finances, il y a aussi les participations des candidats libres. C'est comme quand on organise des élections politiques. Vous avez écouté dans notre pays, quand on a organisé une élection politique, les gens n'ont pas eu leur argent. Jamais. À chaque fois que nous sommes à la fin de l'élection politique, l'argent est parti. Mais que se passe-t-il avec les vacations? La question ne doit pas être posée au président. Parce que le président peut aussi être surpris du montant colossal qui est de 13 milliards. Il peut s'interroger. L'année dernière, c'était peut-être 10 milliards.
Que s'est-il passé que s'est-il passé pour que les 10 milliards se solvent aujourd'hui en 13 milliards? C'est des questionnements. D'accord. Donc, j'ai fait une proposition. D'accord. Alors, aujourd'hui, je pense, le jeune frère a évoqué la question du Code du travail. Le Code du travail. Ce Code du travail qui est querellé aujourd'hui a été élaboré à l'époque par un des membres en provenance du patronat. Pour ne pas citer son nom, notre aînée, Mme Madeleine Baird, à l'époque, ministre de la fonction publique et du travail. Étant du patronat, le Code du travail ne peut que répondre aux aspirations du patronat. Contre toute attente, le nouveau gouvernement arrive, il y a encore un autre membre du patronat qui vient encore s'accaparer de ce département ministériel. Ça fait 3 coïncidences. La première coïncidence, la femme du patronat de l'époque, Mme Baird, c'est une femme. Aujourd'hui, le nouveau ministre du Travail, c'est aussi une femme. Première coïncidence. Deuxième coïncidence, Mme Baird sortait du privé, du patronat. Elle aussi, elle sort du patronat. Troisième coïncidence, c'est le même temps. Excusez-moi. Pierre Mitsar, je vous en prie. Non, ce sont les coïncidences. Et on se dit que puisqu'il y a déjà 3 coïncidences, est-ce que le travail qui sera fait sur le terrain ne va pas refléter le travail qui a été fait par l'autre? On se pose des questions, mais on ne peut juger le maçon qu'au pied du mur. Action sociale, très rapidement, on va faire un dernier tour de table. Quelles sont les actions sociales immédiates selon vous? Les actions sociales immédiates? Oui, pour Quand on parle des Brice-Clotaire actions sociales immédiates, il faut regarder toutes les couches de la société. D'accord. Il y a les chômeurs qui attendent que le gouvernement mette en place la politique de création d'emplois, pas les emplois précaires, les vrais emplois. Et la mise en place de cette politique d'emploi passe par le secteur public. Ceux-là qui disent au chef de l'État que la fonction publique est saturée, c'est un mensonge gouvernemental. Mensonge gouvernemental. Pourquoi? Si on veut que la fonction publique ne soit pas saturée, il y a des mécanismes. Le premier mécanisme, c'est le non-maintien de tous ceux-là qui sont à la retraite dans les postes. C'est le premier. Le deuxième mécanisme, c'est la mise en place des PDVRA, le programme de départ volontaire et de retraite anticipée. Vous voyez? Troisième mécanisme, c'est la révision de l'âge de la retraite de 62 ans à 60 ans. Même 57. À 60 ans. Vous voyez? Ce sont les mécanismes. Et je m'accorde. Au niveau... Il y a d'abord l'audit même du fichier non, de la non. fonction publique. Le quatrième élément, c'est la publication des travaux de la task force menée par les militaires. Dans ces travaux, nous avons su qu'il y avait encore des fantômes. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'organiser des conseils de discipline pour statuer sur tous les cas. Ça veut dire que si les conseils de discipline sont organisés, on aura beaucoup de personnes à radier, ça va libérer les postes budgétaires. Vous voyez, au niveau des entreprises, il faut donner des marchés à toutes les entreprises pour susciter la croissance. Si on confie les marchés aux entrepreneurs ici présents, ils vont recruter prioritairement les Gabonais. Les Gabonais. Donc, vous comprenez que nous autres qui sommes là, ceux qui ont été désignés, puisqu'ils sont sourds, je parle des membres du gouvernement, ils sont sourds, ils sont aveugles, ils sont muets. Pierre Mitsar, vous avez dit Non, on juge non, le maçon au permettez, pied du mur. permettez. Je vous en prie, on va passer la parole vous savez, à non, Jean-Abou vous Samba. vous allez passer la parole aux autres. Je suis en train de chuter. Ouais. Je m'accorde avec ce qui a été dit par Zué ici, parce que le fait d'être choisi membre du gouvernement ne veut pas dire que vous connaissez tout. Leur problème à eux, et ça devrait être des conseils pour la future équipe, leur problème à eux, c'est qu'ils pensent tout savoir. Or, nous les petits doigts, nous proposons des petites solutions qui règlent les grands problèmes. C'est ce qui a été fait directement avec le chef de l'État lorsqu'il s'est agi pour lui de payer les rappels des pensions remis et revalorisés en 2024.
D'accord. Il n'y avait aucun membre du gouvernement. C'est ce qui a été fait directement avec le chef de l'État, en collaboration avec la société civile, quand il s'est agi de payer les rappels soldes. La première tranche, 35 milliards 300 millions, et la deuxième tranche, 35 milliards 300 millions. Il n'y avait aucun membre du gouvernement. Sauf que si on prend les acteurs de la société civile pour en faire des ministres, je suis sûr qu'eux aussi deviendrons sourds. Mais bon, s'il vous plaît, Jean Boussamba. ça c'est vous qui le dites. Ça c'est vous qui le dites. Ça Oui, sort de votre mais- bouche. mais- hein. mais Vous êtes responsable. certains ont Vous êtes été responsable. membres du gouvernement. Vous êtes responsable Je de vos prends le propos. cas de Christiane Bitouga. Da- Mais c'est d'accord. Christiane Bitouga qui porte le SMIC de 44 000 à 80 000. D'accord. Et ce SMIC, aujourd'hui, se doit d'être arrimé à la norme du revenu minimum mensuel qui est de 150 000. D'accord, Et à la merci Pierre Il y a Boutsar. l'inflation. Ce sera votre mot de la fin, Joanna Merci. Boussamba. Je vous en prie. Vous demandiez quelles actions sociales mettre en place. Les actions sociales se mettent en place au cas par cas, comme il le disait, de manière sectorielle, en fonction des populations à toucher. Mais moi, je parle plus des actions politiques, parce qu'on était dans le cadre d'un discours politique. Et qui dit discours politique dit action politique. Le discours politique qui a été fait par le président nécessite des actions politiques du président. Les actions que le président a à mettre en place, c'est les sanctions. D'accord. Le Oui. président désormais doit sanctionner. Oui. Sinon, on va rester à développer tout ce que vous voulez, on ne s'en sortira pas. Il faut qu'il y ait des audits, il faut que les audits qui ont été faits soient divulgués et que les conclusions soient tirées de ces audits, dans un premier temps. On parlait des membres du gouvernement. Mon confrère en face parlait du fait que les ministres doivent écouter. Et j'insistais sur le fait que les ministres doivent parler aussi. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des opérations de communication classiques, redondantes, elles pour le coup sont redondantes, ou dans vos émissions de télé, le classique de la communication gouvernementale, c'est quoi? C'est filmer l'audience du ministre qui reçoit l'homologue ou le visiteur ou les l'investisseur. On n'entend pas ce qu'ils se disent. On a droit au mot de fin avec la photo du chef de l'État derrière. Non, c'est pas ça. Nous avons besoin de ministres qui viennent nous dire à mi-parcours, régulièrement, qu'est-ce qu'ils font, quelles difficultés ils éprouvent, quelle réussite ils ont réussi à avoir. Et celui qui n'est pas bon, il saute. D'accord. Et c'est ce sur quoi on attend le chef de l'État. Parce qu'une fois qu'il nous a donné, avec un ton martial, avec un ton autoritaire, des vœux de fin d'année, où il nous annonce la fin de la corruption, pour que l'année prochaine, vous ne soyez pas en train de nous poser ces questions-là, et qu'on soit, nous, en mesure de vous dire, ah ben, on a constaté que ceux qui avaient été annoncés comme perspective l'année dernière sont aujourd'hui à mettre au titre du bilan, parce qu'elles sont exécutées, parce qu'on a les bons ministres, parce qu'on a des ministres qui rendent des comptes, qui écoutent les populations, mais qui rendent des comptes sur leur action. Parce qu'aux dernières nouvelles, ils travaillent pour le peuple gabonais. Et les gens ont tendance à l'oublier. On veut des sanctions et de la gratification. Que ce ne soit pas les mêmes qui soient récompensés, mais ceux qui travaillent bien. Très bien. Parce que ce qui choque, c'est quand ce sont ceux qui ne font rien ou qui détruisent qui sont récompensés. C'est ceux qui choquent. Donc c'est vraiment, pour moi, le sentiment que je retiens de ce discours. Je retiens ces annonces et j'attends de voir ces actions-là se matérialiser dans l'année qui va s'écouler. D'accord. Merci. Kurt Maïwa. Moi, je crois que certains mécanismes sont déjà en place. Pendant la transition, le président avait pris la décision que l'ensemble des sous-traitances recrutent 80% des Gabonais. Je vais vous le dire, que ce soit à Mwanda, que ce soit à Port-Gentil ou à Libreville, cette décision n'est pas effective. Il faut peut-être l'acter sanctionner. en loi. Non, parce que ce n'était pas une loi. Il faut déjà en faire un projet de loi et en faire une loi, simplement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les appareils sociaux qui aident à juguler la crise sociale soient efficaces. Et là, je vais revenir sur la question de la CNAMGS. Il faut fluidifier la gestion et surtout le paiement des pharmacies. Au moins, une pharmacie par province devrait pouvoir permettre
qu'on ne se retrouve pas, comme le monsieur le dit, avec des taux les taux de décès aussi élevés. Troisièmement, je vous ai dit, on ne peut pas diriger sans donner un avantage. Le jeune Gabonais qui va entreprendre aujourd'hui se retrouve confronté à la même fiscalité que l'ancien expatrié qui entreprend aujourd'hui. Donc il faut des faveurs. Je ne vais pas dire des faveurs, mais il faut des accompagnements, des facilités. C'est-à-dire dire, OK, si aujourd'hui un jeune Gabonais crée une entreprise, pendant les 3 ou 5 premières années de son fonctionnement, non seulement nous nous engageons à lui donner un marché de démarrage, mais nous nous engageons à geler ses impôts pendant 3 ou 5 ans. Nous nous engageons aussi, parce que le président l'avait dit une fois, il avait dit si un jeune Gabonais veut importer un taxi, mais vous pouvez laisser ce taxi entrer gratuitement. Non, il faudrait acter ça, dire aujourd'hui, OK, si un jeune Gabonais veut entreprendre, vous présentez un projet, veut importer un outil, un équipement de Chine, si on ne peut pas faire ça à taux zéro, qu'on dise OK pour le jeune Gabonais qui importe, à raison de 1 ou 4 produits par an, il est à 10% de taux de douane. Je vais vous dire, vous allez voir que la croissance va décoller. Vous allez voir que les petites entreprises gabonaises vont décoller. Et vous allez voir que le chômage va être résorbé. Ce n'est pas possible qu'il y ait autant de croissance et avec autant de chômage. Le problème, c'est que les entreprises préfèrent travailler avec du personnel docile, donc du personnel expatrié. C'est des vérités qu'il faut qu'on se dise. Moi, j'étais à Port-Gentil, je vis à Mwanda, je vis à Libreville. C'est la même chose. Vous arrivez à trouver un sous-traitant, je vais vous le dire, un sous-traitant de Comilogue, sur ces 28 employés, 27 sont de nationalité étrangère. Une seule assistante est gabonais. Comment peut-on vouloir résorber la question du chômage en tolérant de tels comportements qui, malheureusement, n'existent pas dans les pays étrangers. Il faut avoir le courage de prendre ces décisions. Il faut avoir effectivement le patriotisme de dire aujourd'hui on arrête avec ça. Fin du match. Et vous allez comprendre que avant fin 2027, la question du chômage dont nous parlons aujourd'hui sera en deçà des 10%. Oui. D'accord. Emmanuel José. Je vous en prie, je vais vous le dire. Mais permettez-moi, vous savez, c'est une opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur vos antennes. Même si vous ne regardez pas, même si vous ne regardez pas Gabon 24, donc vous n'avez pas le discours du chef de l'État. C'est pas ce que j'ai dit. D'accord, on vous laisse. Alors, on a un taux, aujourd'hui, on a une baisse complète, une baisse totale de 15% du PIB de notre pays. D'accord? Pour cette année 2025. C'est quoi le PIB d'un pays? La production, c'est-à-dire la production locale, en matière, c'est bien minerais, etc., des minerais, etc., la production, l'investissement, la consommation. Ensuite, vous avez les importations et les exportations qui créent la valeur ajoutée des services et des prestations. Alors, mais au niveau des investissements, comment peut-on investir dans un pays où on n'a pas un code des investissements qui cadre avec les aspirations profondes des politiques publiques mises en place? Parce qu'on ne peut pas parler de préférence nationale. Et on a un code des investissements qui a été fait avant le coup de libération par ceux qui géraient et qui, à l'époque, étaient contre les nationaux. Oui. Et qui ne faisaient rien en faveur des nationaux. C'est ce code des investissements que, à la période de la transition, ils ont envoyé à l'Assemblée nationale pour approbation. Et même en Conseil des ministres, nous avons dit non, ce n'est pas possible. Parce qu'à l'époque où j'ai posé ce problème-là, personne ne m'écoutait. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on ne veut toujours pas m'écouter? Ce qui n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, on a, au ministère des PME, on a décidé de regarder ce problème de très près lors du forum que nous souhaitons organiser. Mais c'est important de le dire aujourd'hui qu'on n'a pas un code des investissements qui reflète les aspirations profondes du chef de l'État en matière de préférence nationale. On ne peut pas. Deuxième problème, on ne peut pas structurer une économie si on n'a pas une chambre de commerce structurée. Depuis longtemps, nous avons demandé pendant la transition que nous ayons une chambre de commerce transitoire. On nous l'a refusé à l'époque. Et là, nous sommes en train d'aller vers l'organisation de cette chambre de commerce transitoire. On espère que le ministre actuel, qui est le ministre précédent, qui revient, va s'appuyer sur ça pour dire il faut que ça change. Mais on ne peut pas avoir 4000 entreprises créées pour quel marché qui va les consommer? Quelle est la part de marché qui va les consommer? Parce que c'est ça la réalité. On a d'une part là un pays qui est géré par le ministère en charge de l'économie et on a le ministère des PME qui gère la PME. C'est anachronique. Il faut déjà que la question des marchés, qui est gérée par le PME, etc., soit arrimée à celui qui délivre les autorisations de création, c'est-à-dire les agréments. Or, aujourd'hui, c'est chacun de son côté. Ce n'est pas possible. C'est le problème qu'il faut absolument régler.
Vous avez encore un autre problème qu'il faut absolument régler aujourd'hui. C'est celui lié justement à la répartition des marchés, comme il le disait mon compatriote. Mais comment pouvez-vous vous imaginer que depuis 2007, il existe la direction générale des marchés et de la sous-traitance et des participations. Mais on n'a jamais nommé un directeur général. Jamais. C'est tout ce qu'il manque aujourd'hui. Nommer un directeur général de la bourse de sous-traitance et des partenariats. C'est tout ce qu'il faut. En décret, en conseil des ministres, on nomme un directeur général, un président de conseil d'administration, et ça fonctionne. Mais c'est des problèmes qu'on pose depuis longtemps et qui aujourd'hui doivent être pris en compte pour qu'on puisse structurer une économie stable. Sinon, on va toujours faire dans la navigation à vue. Et ce n'est pas possible. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation en espérant que ce ne sera pas la dernière des tables rondes sur ce discours à la nation de Brice Clotaire Oligui Nguema pour cette année 2026. Je rappelle que vous étiez Madame Joanna Boussamba, acteur de la société civile, Kurt Maeba, également Monsieur Pierre Mintza et Monsieur Emmanuel Nzue. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Le peuple s'exprime sur Gabon 24 et à vous d'ailleurs qui nous avez regardé. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit. Au revoir. Libre.